Je le vois encore, ce visage figé sur la photo. Celui de Chance, 17 ans, le menton à peine relevé, les lèvres tendues dans un semblant de sourire. Un sourire vide, glacial, presque narquois. C'est le masque d'un adolescent, que l'on voudrait pouvoir plaindre, mais dont on devine aussitôt la noirceur. Devant l'image, Betty, sa tante, ma voix aujourd'hui, soupire. Je connais ce regard. Aucun remords. Rien qu'une coquille déserte, pleine de haine. Ces mots, elle me les confie, alors même qu'elle imagine encore l'enfant qu'elle a bercé, l'enfant qui, longtemps, n'a été qu'un petit garçon en manque de sa mère. Revenons à cette mère. Nidita, que tout le monde appelle Nita, n'a que 17 ans lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte. 18, à la naissance de Chance. Un bébé qu'elle baptise ainsi parce qu'il représente pour elle une seconde chance, la promesse de réparer une enfance ravagée par la maltraitance et la traite humaine. Pendant les premiers émois, c'est un îlot de bonheur, des soirées à chanter dans la cuisine, des éclats de rire qui résonnent dans le minuscule appartement, et ce lien viscéral que rien ne semble pouvoir briser. Mais la vie de Nita n'est faite que de trêves fragiles. Dès qu'elle se redresse, un coup du sort la renverse. Une rechute, une crise d'angoisse, un souvenir qu'on croyait enfoui. Chance à 2 ans quand les services sociaux interviennent. Nita perd la garde de son fils pour la première fois. La juge confie l'enfant à la grand-mère et au beau-père de Nita. Alors, commence pour Betty un rituel quotidien. Traverser 2 rues pour aller voir le gamin, lui apporter des biscuits, lui lire une histoire. Je ne pouvais pas remplacer sa mère, dit-elle, mais je pouvais au moins être là. Nita, elle, téléphone chaque soir. Promets-moi qu'il va bien. Promets-moi que tu veilleras sur lui. Un serment déposé sur le pas de la porte qui finira par la hanter. Les années passent. Chance grandit dans cette maison où l'amour se compte en silence et en omission. Lorsque la chienne de la famille meurt, il a 9 ans. On s'attend à le voir pleurer, poser des questions. Rien. Un regard vide, une indifférence polaire. Betty se dit « Il enfouit sa peine, il finira par craquer plus tard. » Elle ne sait pas encore qu'elle vient d'apercevoir la première faille, l'absence totale d'empathie. À 13 ans, Chance retrouve sa mère pour de bon. Nita vit désormais chez un homme doux, prévenant, qui l'aime et l'encourage. Elle attend un 2e garçon, un bonheur enfin stable. Chance, d'abord radieux, se met à feuilleter des albums en promettant de lire des histoires au futur bébé. C'est la première fois qu'on le voit heureux, et la dernière. Car bientôt, un rapport anonyme accuse Nita de toxicomanie. L'assistante sociale enlève l'enfant à naître. Au tribunal, on conseille à Nita de laisser l'adoption se faire. Si vous insistez, on vous reprendra Chance. Elle signe, en larmes, ses sanglots imbibant le papier. Betty se souvient. Ce jour-là, j'ai vu sa lumière s'éteindre. Ce soir-là, Nita annonce à Chance qu'il ne connaîtra jamais son petit frère. L'adolescent tremble, puis éclate. Des larmes brûlantes, des poings qui martèlent la table. Pourquoi tu n'as pas combattu? Comment as-tu pu? À partir de cet instant, il brandit la perte du bébé comme une arme. Chaque conversation tourne à l'accusation. Chaque punition à la rancœur. Dans la cour du collège, Chance raconte qu'il a frappé un camarade avec la crosse d'un revolver. Mensonge. Il narre ensuite qu'il a poignardé un élève au cou avec un crayon. Encore un mensonge,
Mais l'important n'est pas la véracité, c'est la fantaisie, l'excitation qu'il trouve à imaginer la violence. Betty commence à comprendre. Le garçon rêve d'infliger la douleur. Un soir d'automne, Nita ose le punir. Plus d'Internet, plus de jeux vidéo. Chance hurle. « Je me fiche de ce que tu dis !» Nita riposte. « Tu ne me parleras pas ainsi. » Alors, il crache. « C'est ta faute si je n'ai pas mon frère. » Ses yeux sont deux lames d'acier. Nita recule d'instinct. Betty, témoin de la scène, frissonne. Est-elle seulement en sécurité? La mèche est allumée. Peu après, dans l'allée devant la maison, Chance pousse sa mère, poing crispé. Le compagnon de Nita s'interpose. L'adolescent le frappe en plein visage. Nita tremble, appelle Betty. Il a traversé une ligne. Cette nuit-là, Chance fugue. On le retrouve chez un ami. Quand Nita le ramène, il menace son beau-père au téléphone. « Je te retrouverai et je te tuerai. » Dans la voiture même, il hurle à sa mère. « Laisse-moi vivre ma vie. Tu es la pire des mères. » Front contre front, souffle brûlant, haine pure. Betty se dit « Il n'a peur de personne. » Elle paye un hôtel pour Nita et son fils, un répit dérisoire. Sur le parking, Nita dépose un baiser sur le front de sa sœur, un adieu qu'aucune des deux ne reconnaît comme tel. Au petit matin, dans la chambre d'hôtel, le téléphone vibre. Nita annonce à Chance qu'elle est enceinte de quelques semaines. Le visage du garçon se ferme. « Je ne veux pas de ce gosse. Il promet de battre le fœtus jusqu'à ce qu'il disparaisse. » Il jure qu'il tuera sa mère et le bébé. Nita confie sa peur à Betty, mais la vie la bouscule, et les menaces se dissolvent dans l'agenda des jours, jusqu'à ce dimanche gris où deux policiers frappent chez Betty. « Votre sœur a été assassinée. » Les mots tombent, étouffés par l'invraisemblance. On pose des questions. Quand a-t-elle vu Chance? A-t-elle parlé de danger? Et soudain, l'évidence brutale se forme. Celui qui pouvait l'approcher sans méfiance, celui qu'elle n'aurait jamais craint, c'est lui, Chance. L'inspecteur téléphone plus tard. Nous l'avons retrouvé. Il a avoué. Et la lame de la vérité s'enfonce. Les détails arrivent par vagues. Nita, revenant des courses, rangeait des boîtes de céréales quand Chance, après s'être changé, a saisi le couteau qu'il cachait dans son tiroir. Il l'a frappé par derrière. 57 coups. 57 élans de rage. 57 secondes d'un choix réaffirmé. Et parce qu'elle respirait encore, il a passé un cordon autour de son cou, serré jusqu'au dernier souffle. Dans la cuisine, les placards restent ouverts, les sacs encore pleins. Le temps s'est figé autour du crime. Dans ces ultimes instants, au sol, Nita murmure « C'est d'accord, mon chéri », essayant de rassurer l'enfant qu'elle aime, alors même qu'il lui dérobe la vie. Chance, ensuite, se douche, revêt des vêtements propres, empoche l'argent de sa mère, prend sa voiture et rejoint des amis pour faire la fête. C'était son plan, résume l'enquêteur. Tuer pour se sentir libre, partir célébrer son triomphe. 3 vies anéanties dans un même geste. Nita, son bébé à naître, et Chance lui-même, perdu à jamais pour ceux qu'il aimait. Lorsque Betty apprend que sa sœur a subi 57 blessures, elle compte machinalement. 1, 2, 3. Elle comprend que chaque coup aurait pu être le dernier, que 56 fois, Chance aurait pu arrêter. Mais il n'a pas voulu. Il a choisi la douleur, la sienne et celle de sa mère. Ici s'achève notre première partie. Je me souviens du lendemain matin comme d'une toile en lambeaux.
des gyrophares giflant les façades grises. Une bande jaune barrait l'allée, infectant le quartier d'un silence électrique. L'odeur métallique du sang avait déjà pénétré les pierres de la maison, imperceptible et pourtant partout. Les techniciens, en combinaison blanche, mesuraient, photographiaient, récoltaient des fragments de vie. Par endroits, des empreintes de pas encore humides s'étiraient jusqu'au garage. La trajectoire de Chance, après le meurtre, déterminée au millimètre. Dans la cuisine, gisaient les sacs de provisions qu'elle rangeait encore, interrompus en plein élan. Une boîte de céréales basculée, un paquet de lait écrémé renversé, reflétait la forme cramoisie d'une tache plus sombre. L'une des 57 blessures avait éclaboussé l'emballage et y avait laissé une rosace sombre, figure involontaire de sa souffrance. Sur le carrelage, les enquêteurs ont trouvé le cordon d'appareil électroménager arraché, rigide d'hémoglobine séchée. C'était l'arme finale, celle qui avait ôté la dernière respiration à ma sœur. Quand on l'a localisé, Chance n'était pas caché, il paradait. Il s'était rendu dans un fast-food, avait acheté 3 hamburgers, des frites, un milkshake fraise. Les caméras de vidéosurveillance le montrent tournoyant, claquant des doigts au rythme d'une chanson intérieure. Sa chemise propre s'ouvre encore sur un filet rose, trace résiduelle d'une éclaboussure mal rincée. À 18h42, la police l'a interpellé sur le parking. Aucun sursaut. Il a glissé les mains derrière le dos, docile, presque amusé. Dans la voiture, il a demandé s'il pouvait finir son repas. Au poste, l'inspecteur Morales a confronté Chance à la photographie de la scène. Le garçon a baissé les yeux, a ri. « Vous avez mis tout ce temps pour venir me chercher ?» Il parle sans détour ni tremblement. Il dit avoir utilisé le même couteau qu'à Thanksgiving, comme on préciserait la marque d'un outil fiable. Morales lui liste les chefs d'inculpation. Chance acquiesce, puis conclut. C'était ma décision. Aucun pourquoi, aucun remords, aucun si seulement. Pendant ce temps, nous, la famille, oscillons entre la morgue et la chapelle funéraire. Reconnaître le corps est une torture, mais je dois le faire. Je suis l'aînée, la survivante désignée. Nita porte un drap jusqu'au cou. Au-dessous, je devine la cartographie de ses blessures sous les pansements adhésifs. Ses paupières closes semblent désormais si fines qu'un souffle pourrait les soulever. Je pose ma paume sur ses doigts glacés, comme pour sceller une promesse nouvelle. Je poursuivrai ton rêve. Les funérailles rassemblent un flot d'inconnus, voisins, camarades d'école, militants contre la traite. Pour la première fois, je comprends l'ampleur de l'impact de Nita. Elle, la jeune mère brisée, était devenue mentor pour des adolescentes fragiles, oreiller attentive pour des migrantes exploitées. À l'église, les bancs débordent. Mais au premier rang, un espace béant rappelle l'absence de son bourreau, son fils, que la justice retient ailleurs. La ville entière s'enflamme d'indignation. Sur les réseaux, on exhume chaque photo de Chance, ses grimaces adolescentes, ses autoportraits de salle de bain, désormais accompagnés de hashtags furieux. Certains réclament la peine capitale. D'autres accusent Nita d'avoir mal élevé un monstre. Je lis tout, je note tout. Chaque message est une aiguille, mais je veux la douleur brute. Je la mérite, me dis-je, pour n'avoir pas arraché Chance à ses démons. Au centre de détention pour mineurs, je décide de lui rendre visite. Un parloir vitré, 2 combinés téléphoniques. Il s'assied,
me regarde, même rictus que sur la photo. Je lui demande « Pourquoi ?» Il hausse les épaules. Elle m'empêchait d'être libre. Ces mots sont simples, prononcés avec la candeur d'un gamin qui explique pourquoi il a cassé un jouet. Je sens ma gorge se serrer. Je voudrais hurler, briser la vitre. Au lieu de cela, je lui demande s'il se sent coupable. Un silence, puis coupable de n'avoir pas frappé plus fort, peut-être. Le combiné me glisse des mains, j'étouffe un haut le cœur. Lui, tranquille, tambourine sur la table du bout des ongles. L'instruction s'allonge sur des mois. L'avocat commis d'office plaide la maladie mentale. Troubles de la conduite, sociopathie précoce, traumatismes infantiles. On requiert des expertises. Les psychiatres observent Chance, lui montrent des images d'accidents, de chiottes blessées. Il reste impassible. Parfois, il sourit. Diagnostic, absence quasi totale d'empathie, haut degré de narcissisme. L'un des médecins écrit « Le sujet se considère comme un protagoniste invincible dans un jeu vidéo grandeur nature. » En parallèle, je trie les affaires de Nita. Je découvre des carnets pleins de projets, un refuge pour jeunes femmes, des ateliers d'écriture thérapeutique, des appels de fonds qu'elle n'aura pas le temps d'envoyer. Dans une enveloppe, un test de grossesse positif, daté de la veille du meurtre. Sur un post-it, elle a esquissé un prénom. Phénix, comme l'oiseau qui renaît. Je plie le papier avec une douceur infinie. Il deviendra marque-page de la nouvelle vie que j'ai juré de bâtir en son nom. Le soir, je rêve que Nita m'appelle. Je décroche, mais au bout du fil, c'est Chance qui respire. Les juges, eux, vérifient son âge. 17 ans, seuil charnière. Sera-t-il jugé comme mineur ou comme adulte? Les médias spéculent, les activistes s'affrontent. Moi, je redoute le procès comme on craint un second deuil, entendre, répéter, disséquer l'agonie de ma sœur. Le jour de l'audience préliminaire, la salle est bondée. Les rideaux pourpres, l'odeur d'acajou ciré du tribunal, les micros qui grésillent, tout me semble pompier, presque théâtral. On fait entrer Chance, combinaison orange, chaînes aux poignets. Il garde la nuque droite, scrute le public. Quand son regard se pose sur moi, j'entends son enfance murmurer. « Tata Betty, tu viens au parc ?» J'étouffe un sanglot. La procureure Louis expose les faits. L'attaque surprise, les 57 coups, l'étranglement, la fuite préméditée. Elle brandit la lame emballée, les photos du cordon. Chaque image crache une rafale d'aiguilles dans ma poitrine. L'avocat de la défense soutient que Chance est un enfant brisé par le système, qu'il mérite réhabilitation plutôt que rétribution. Il évoque l'abandon du père biologique, les placements successifs, les fantasmes violents, jamais pris au sérieux. J'entends des murmures derrière moi. C'est la société qui l'a fabriqué. Non, c'est le diable, incarné. Je voudrais lever la main, crier que les deux affirmations coexistent, que l'horreur ne naît jamais du vide. Mais je reste figé. Le juge renvoie l'affaire devant une cour criminelle pour majeurs. Décision motivée par l'extrême gravité des faits. Je note la date. 14 mai, exactement 1 an après la perte de Phénix, le bébé jamais né. À la sortie, les caméras m'assaillent. « Madame, pensez-vous que votre neveu mérite la prison à vie ?» Je réponds « Je pense que ma sœur méritait la vie, tout court. » Puis je m'effondre sur les marches, incapable de continuer. Une militante me glisse une carte. « Nous pouvons vous aider à transformer cette tragédie. » J'hésite, puis range la carte dans ma poche. Elle brûle,
promesse incandescente d'un avenir que j'ignore encore. Les semaines filent. Chaque nuit, le même cauchemar. Je revois Chance, 6 ans, caressant la tête du vieux chien. Il l'appelle doucement, puis dans un fondu brutal, le couteau surgit, la fourrure se tache de rouge, et je me réveille haletante. Les psychiatres disent que c'est ma conscience qui reconstruit les signes ignorés. Je multiplie les séances, collectionne les diagnostics. Syndrome du survivant, stress post-traumatique, culpabilité anticipatoire. Pourtant, une lueur s'infiltre. Je participe à une table ronde sur la violence filiale. Je raconte Nita, son engagement avorté, sa fondation embryonnaire. Des visages s'embrasent. On me propose de reprendre le flambeau. Sans trop réfléchir, j'accepte. Je quitte mon emploi dans le pétrole. Je m'inscris à des cours de criminalistique. Je passe mes soirées à potasser des manuels de droit. Mes week-ends à accompagner des bénévoles dans des foyers pour adolescentes exploitées. Chaque histoire sauvée est une bouffée d'oxygène. Chaque enfant retrouvé, un pas de plus vers Phoenix. Pour financer ce projet, je vends la voiture de Nita. Le concessionnaire me demande « Elle avait des souvenirs particuliers ?» Je réponds « Elle contenait son avenir. » La somme couvre à peine les frais d'avocat, mais j'avance. Je retiens cette phrase de ma sœur, notée sur un vieux ticket de bus. Même tombé à genoux, on peut encore tendre la main. Alors, j'allonge la mienne, vers elle, vers les victimes, vers moi-même. Lorsque la date du procès s'approche, la pluie s'abat sur la ville comme si le ciel voulait nettoyer la Seine. Moi, je récite le logis que je lirai à la barre. Un poème en 3 temps, pour Nita, Phoenix, et l'enfant qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. 14 mai, une an jour pour jour, après le dernier battement de cœur de ma sœur. Le tribunal ressemble à une cathédrale d'orage rentrée. Chaque regard est un éclair, chaque soupir, un tonnerre l'étouffer. Je m'installe sur le banc des témoins, mains jointes, respirant l'odeur du bois ancien, comme pour y puiser un courage séculaire. La procureure appelle ses experts. Le médecin légiste détaille, cru, la trajectoire des coups. La lame a pénétré les omoplates, les reins, perforé le poumon gauche, frôlé l'aorte, chaque entaille accompagnée d'un commentaire clinique. Le public frissonne. Moi, je ferme les yeux. Je revois la petite Nita, 13 ans, courant pieds nus sur le bitume brûlant, rêvant d'un monde qui ne blesse pas. L'écart entre cet enfant-là et la femme lacérée est trop vaste pour mon esprit. Puis vient l'enregistrement de la confession. La salle retient son souffle. La voix de Chance, posée. Je l'ai frappée, jusqu'à ce qu'elle s'arrête de bouger. Quand elle respirait encore, j'ai serré plus fort. Silence absolu. On entend un vrombissement lointain, peut-être la climatisation, peut-être le tourbillon de nos pensées. Le juge observe l'assistance. Des larmes coulent, des mâchoires se crispent. Moi, je me sens vide, comme si toutes mes larmes s'étaient évaporées. L'avocat de la défense présente son dernier argument. L'enfance brisée, les placements, l'absence de figure paternelle, l'ombre de la drogue. Il brandit un dossier médical, témoignage de psychologue décrivant un cerveau en déficit d'affection. Il supplie la clémence. Ce garçon est malade, avant d'être criminel. Offrez-lui la possibilité d'une rédemption. Les jurés restent impassibles, statufiés par le flot d'horreur qu'ils ont dû digérer. Vient mon tour. Je marche jusqu'à la barre. Le parquet craque sous mes pas. Je pose le regard sur Chance. Pendant une seconde, j'espère voir l'enfant d'autrefois.
celui qui jouait au cerf-volant avec moi. Je n'y trouve qu'un gouffre. Alors je parle. Ma voix tremble, mais elle tient. Nita était plus qu'une victime. Elle était une survivante, une combattante. Elle avait traversé l'enfer et pourtant, elle se levait chaque matin pour aider celles qui y brûlaient encore. Elle croyait en la lumière, même dans la nuit la plus dense. Chance, mon neveu, est né de cet espoir. Elle l'aimait au-delà des mots, même quand il la repoussa froidement. La nuit de son meurtre, elle essayait encore de le consoler. Je vous le demande, combien d'amour faut-il pour tenter d'apaiser la main qui vous tue? Aujourd'hui, c'est à nous d'honorer cet amour, non en réclamant le sang pour le sang, mais en protégeant ceux que la violence menace, en refusant que d'autres chances grandissent dans l'ombre. Je m'arrête, essoufflé. Le juge me remercie. Je regagne ma place, secoué de frissons. Chance ne m'a pas quitté du regard. Pour la première fois, je distingue une fissure. Ses pupilles vacillent, comme si un coup de vent intérieur menaçait sa façade. Mais rien ne vient. 3 heures de délibération. Les jurés reviennent, leur pas résonne comme un glas. Verdict, culpabilité pour meurtre avec préméditation et cruauté aggravée. Peine, réclusion à perpétuité, possibilité de libération conditionnelle après 40 ans. Chance baisse la tête, aucun cri, aucune réaction. On le mène vers la sortie. À la porte, il se retourne une dernière fois. J'ignore si c'est vers moi, vers un souvenir, ou vers un vide intérieur. À la nuit tombée, je sors du tribunal. Le monde extérieur a changé de texture. L'air paraît plus léger, comme si la ville elle-même expirait. Mais la justice ne ressuscite pas les morts. Je presse contre ma poitrine le collier de Nita, simple pendentif en forme de plume, et je murmure « On a fini, sœurette. Enfin, presque. » Les mois suivants, je plonge dans ma nouvelle mission. Je crée l'association, la deuxième chance, en mémoire de la signification du nom de chance, renversant le symbole. Que ce qui a tué Nita serve à sauver d'autres vies. Je suis désormais détective privé agréé. Je collabore avec la police pour retrouver des adolescents disparus. J'organise des ateliers pour parents épuisés par la violence de leurs enfants. Chaque dossier résolu est une victoire. Chaque jeune retrouvé, une renaissance. La première fois que je ramène une adolescente de 15 ans, Anna Lucia, à sa mère, j'entends Nita souffler. Tu vois, on y arrive. La mère effondrée, l'étreinte, les larmes. C'est un écho inversé de ma propre perte. Je prends conscience que désormais, ma vie se répartit entre avant et après, mais que le pendant m'appartient entièrement. Je continue malgré tout d'aimer Chance, de loin. Cet amour est une cicatrice, mais aussi un rappel. Si je renie l'humanité même dans le pire, je trahis Nita. Alors, une fois par an, le 7 novembre, date de son arrestation, j'écris une lettre que je n'envoie pas. Je lui parle du monde dehors, des filles qu'on a sauvées, des plages qu'il ne verra pas. J'y glisse la photo de Phoenix, écho de l'enfant qui n'a jamais respiré. J'archive ces lettres dans une boîte scellée. Peut-être un jour, quelqu'un les lira et comprendra l'ampleur de la tragédie, l'ampleur aussi de la résilience. 5 ans après le verdict, je me tiens au bord d'un lac, au crépuscule. Dans ma main, une poignée de cendres, celle de Nita, que la justice m'a enfin remise. Je les laisse s'envoler, portés par un vent tiède. Les reflets orangés embrasent l'eau.
Je murmure. Voler, ma sœur, c'est ce que tu as toujours voulu. Derrière moi, des bénévoles rient avec des enfants rescapés. Leurs voix se mêlent au bruissement des feuilles, une liturgie de vie. Je ferme les yeux. J'entends la musique d'un vieux ukulélé, celui que Nita grattait, enceinte, en chantant des lullabies à chance. Dans ce moment suspendu, je choisis de croire qu'elle est là, que Phénix est là, qu'il veille sur moi, sur nous. Le mal n'a pas disparu, il rôde encore, mais la lumière non plus n'a pas fui. Elle se loge dans chaque pas vers l'autre, dans chaque main tendue, dans chaque décision de dire « Assez ». Chance croupie derrière des barreaux. Peut-être repasse-t-il en boucle le film de cette nuit-là, peut-être pas. Ce n'est plus mon combat. Mon combat, c'est d'empêcher qu'un autre garçon, abandonné, humilié, devienne un jour l'instrument de la même horreur. C'est de rappeler que la compassion n'est pas la négation de la justice, mais son prolongement. Alors, je relève la tête vers le ciel de pourpre et d'or. Je respire. J'avance. La voix de Nita résonne encore, douce, tenace. Même tombé à genoux, on peut encore tendre la main. Oui, sœur. Et tant qu'il restera des mains à saisir, je resterai debout.